Bonjour les toquiers du tic-tac, aujourd'hui une émission qui va plaire aux amateurs de montres vintage, mais qui va aussi plaire aux amateurs de montres neuves, parce que c'est une émission sur les chronos vintage que l'on trouve dans les boutiques des détaillants et dans les boutiques des marques. Parce que le vintage a tellement la cote qu'évidemment les marques font des rééditions d'anciens modèles, ou alors elles font des nouvelles éditions avec des chronos d'inspiration vintage. Et voilà. Et nous avons sur le plateau, ici, quelques petites merveilles du genre. Nous allons donc commencer avec Hamilton, le chrono Hamilton. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des chronos. Et là, le chrono Hamilton, j'en ai pas un mais deux. J'en ai deux parce que d'abord j'ai reçu celui-là, qui a le cadran panda, et que je trouve super. Et puis en étudiant la montre et en faisant les fiches, j'ai vu qu'elle existait aussi sur bracelet cuir, avec un cadran panda inversé. Et d'ailleurs, sur cette maille milanaise, va également sur celle-ci, et le bracelet cuir va également sur celle-ci, évidemment, hein, c'est interchangeable. Enfin, le bracelet n'est pas interchangeable, mais vous pouvez, vous, les acheter sur le montage et sur le lien que vous voulez. Cette montre qui s'appelle l'Intramatic Chronograph H parce qu'elle est dotée d'un mouvement exclusif Hamilton, le H51, un mouvement de chronographe à remontage manuel. Donc c'est avec ce type de montre qu'on a le plaisir, tous les jours, de remonter sa montre. Je dis tous les jours, pas obligatoire que ça soit tous les jours, puisque en plus ce calibre-là, il a une confortable réserve de marche. Une réserve de marche de 60 heures. Donc 60 heures, c'est quand même pas mal. Donc vous le remontez. Moi, perso, quand j'ai une montre comme ça à remontage manuel, je la remonte tous les jours. D'autant plus que là, il n'y a pas d'indicateur de réserve de marche. Donc on ne sait jamais si elle est remontée à fond, à moitié, à quart. Donc tous les jours, hop, un petit coup de remontage et c'est parfait. Nous avons un calibre qui est de belle facture. C'est dommage d'ailleurs que le fond soit plein parce que je pense qu'il aurait mérité qu'on le voie. C'est un choix de la marque et il faut le respecter. Alors, il est directement inspiré des chronographes A et B d'Hamilton qui datait de 1968 de mémoire. Donc c'est vous dire que comme il est inspiré d'un chrono vintage, d'un chrono ancien, il a vraiment une tête ancienne. Le truc qui est assez amusant, c'est que si vous allez en boutique et que vous hésitez entre le cadran panda ou le cadran panda inversé, c'est qu'il y a une sorte de mini-illusion d'optique qui fait qu'on a l'impression que le cadran blanc est plus grand. Et comme on a cette impression que le cadran blanc est plus blanc, on a l'impression que les compteurs noirs sont plus petits. Pas du tout. Ils sont exactement pareils, c'est juste les différences de contraste entre le blanc et le noir qui donnent cette impression-là. Moi, j'ai tendance à préférer les vrais pandas, mais je dois avouer que le panda inversé sur bracelet cuir, il a vraiment de la gueule. Donc c'est vraiment une pièce qui est extrêmement intéressante. Comme toujours, pour toutes les pièces que je vais vous présenter là, vous aurez les prix sur MyWatchSite, évidemment. Revenons sur cette Hamilton. Donc, elle fait 40 mm de diamètre. 40 mm, c'est vraiment polyvalent. Ça veut dire c'est ni trop grand ni trop petit. Ça peut vous être piqué par votre femme assez fréquemment, ce genre de montre-là. Moi, la mienne ne se gêne pas, je vous le dis tout de suite. Il y a un verre bombé, une glass box, qui pousse encore plus ce petit aspect vintage. Il est traité anti-reflet sur les deux faces, ce qui veut dire qu'on voit extrêmement bien le cadran. Cadran qui, comme dans la majorité des chronographes, est doté d'une échelle tachymétrique. Je rappelle ce que c'est qu'une échelle tachymétrique pour ceux qui nous rejoindraient notre chaîne que maintenant. Donc je rappelle qu'il faut activer la petite cloche et s'abonner. L'échelle tachymétrique, ça permet de lancer un chronométrage avec une borne kilométrique. À la borne kilométrique d'après, on arrête le chronométrage et ça permet de lire la vitesse moyenne entre les deux bornes kilométriques. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, pas à grand-chose. Moi, ça m'a servi une fois pour étalonner le compteur d'une vieille voiture américaine qui était en miles. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le savez. Comme le compteur était en miles, j'avais avec une Dymo, j'avais mis sur le compteur les indications en kilomètre-heure que j'ai vite enlevé tellement c'était moche, mais la loi l'imposait à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc ça m'avait permis de voir, par exemple, quand j'étais à 100 miles, toc, je faisais mon chrono et puis ça m'indiquait très exactement quelle était ma vitesse en kilomètre-heure. Parce que convertir des miles en kilomètre-heure de tête, moi j'y arrive pas. Donc voilà, là il y a une maille milanaise sur celle-ci. Alors c'est quoi la maille milanaise? La maille milanaise, c'est un truc extrêmement confortable et très vintage. C'est un bracelet qui est fait d'une multitude de petits maillons qui se mettent au poignet et qui se lovent avec le poignet et qui épousent le poignet de façon extrêmement sympa. Donc la maille milanaise, on en trouve dans beaucoup de marques. Il y a une maille milanaise assez sympathique dans les montres D de Dior pour femmes, puisqu'elle est frappée et aplatie
pour lui donner un aspect lisse et tout en gardant le confort de la maille milanaise. C'est une petite spécificité. On en a parlé dans une vidéo. Thomas va nous mettre la petite fiche. La D de Dior qui est très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire évidemment sur d'autres sur ce calibre et sur cette montre Hamilton? Bon, écoutez, les aiguilles des minutes sont avec du Super Luminova. Donc ça lui donne évidemment la possibilité en milieu obscur. Et ce qui est assez sympa, c'est que ce Super Luminova a une couleur beige qui donc accentue un peu le côté vintage, tout comme les petits points qui sont au-dessus des index du chronographe. Donc ça, c'est quand même très sympa. Bon, et quand on déclenche le chrono, évidemment, l'aiguille du chronographe est nickelée noire sur le cadran panda qui est blanc, et elle est blanche sur le cadran qui est noir. Donc ça permet d'avoir évidemment une lecture facilitée du chronographe. Franchement, si vous hésitez entre le cadran blanc, maille milanaise, et le cadran noir, bracelet cuir, je vous comprends. Parce que les deux sont chouettes. Si vous avez un peu de budget, vous achetez les deux. Moi, c'est la bonne solution. Tiens, j'hésite entre Porsche et Ferrari. Je vais prendre les deux. Non, bon. Moi, de toute façon, on le sait, je suis porschiste. Alors, on va passer maintenant à la deuxième montre. Deuxième montre également d'inspiration très vintage, puisque c'est la Tissot Héritage 1973. Alors cette montre, elle est sympa. D'ailleurs, celle-ci, elle a un verre saphir, donc on peut voir à l'arrière un verre saphir à l'arrière, quand on n'est pas des commentaires en disant à l'arrière, elle a un verre saphir qui permet de voir le calibre et de voir la masse oscillante. Qui dit masse oscillante dit mouvement automatique. L'autre calibre manuel à remontage manuel, calibre automatique qui se remonte au mouvement du poignet. D'ailleurs, c'est sur ce type de montre qu'un remueur peut être utile. Le fameux remueur dont on a parlé avec Jean Lassossois dans l'émission Comment entretenir sa montre. Thomas nous met la petite fiche là. Donc, c'est sur ce type de montre-là. Ne mettez pas une montre à remontage manuel sur un remueur. Hein, c'est comme si vous donniez des miettes de pain à manger à un avion. Ça sert à rien. Donc, ouais, c'est une vieille blague, ça. C'est une vieille blague du Belge que... Ah non, le Belge. Je ne devrais pas dire le Belge. J'ai des Belges qui nous regardent. Ils détestent qu'on se moque d'eux. Bonjour les amis belges. C'est l'histoire d'un mec, voilà, il est sur l'aéroport et puis il donne des miettes aux avions. Eh ben non, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Tu la coupes, celle-là, j'en veux pas. Celle-là, j'en veux pas, tu la coupes. Donc voilà, là nous avons donc la Tissot. Revenons sur la Tissot, parce que c'est une montre, elle a un panda inversé, mais elle existe dans plein d'autres versions. Donc je vous engage à aller voir cette montre vintage sur le site Tissot, parce qu'elle existe dans d'autres versions de cadran qui sont extrêmement sympathiques, avec un vrai panda notamment. Et elle a des petites caractéristiques que moi j'aime bien. D'abord, elle a un boîtier coussin étiré qui est tout à fait vintage dans son aspect. Ce boîtier qui est fait dans un acier de très bonne qualité, puisque c'est un 316L. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette montre? Il y a une particularité quand même qui est pas fréquente. C'est que sur ce chrono, ici vous avez un petit poussoir à 10 heures sur la carrure, et que ce poussoir, il sert à corriger la date. C'est-à-dire que la date ne se corrige pas en tirant la couronne comme sur la grande majorité des chronos. Donc l'aiguille du chrono, et non pas la trotteuse, bonne année Paul, l'aiguille du chrono est orange, et il y a dans les deux petits compteurs qui sont à 3 heures et à 6 heures, qui sont les compteurs de chrono, les petites aiguilles sont oranges. Et à 9 heures, comme la petite aiguille n'est pas orange, c'est tout simplement la petite seconde. Bon, il y a un petit secteur dans un des compteurs, celui qui est à 3 heures, 5 premières minutes sont en bleu. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça doit être un peu design. Et si ça sert à quelque chose et si quelqu'un sait à quoi ça sert, alors évidemment, comme toujours, un petit commentaire pour alerter et informer la communauté. J'aime bien. Belle montre qui a eu en plus une édition limitée qui ressemblait beaucoup à celle-ci, puisqu'il y a eu une édition limitée qui est sortie à 1973 exemplaires, qui était la montre de Hubert Bonisseur de la Batte. Évidemment, vous aurez tous compris que c'était OSS 117 dans le film Alerte rouge en Afrique noire, un titre assez amusant, qui a connu un bon succès et avec Jean Dujardin qui, comme toujours, est au sommet de son art. Donc OSS 117, évidemment, on peut dire c'est une montre d'espion. Je rappelle les montres de James Bond, on a fait des émissions, 2 épisodes. Salut Fred. Et quand on va faire l'émission sur les montres et le cinéma, eh ben Fred, hein, on pourrait parler d'OSS 117 parce qu'on va faire une émission sur les montres et le cinéma dans le courant de l'année 2022 avec évidemment Frédéric Evin qui est intarissable et que vous adorez, que tous vos commentaires le prouvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez vintage sur cette montre? Les trous sur le bracelet. Et les trous sur le bracelet, c'est aussi rappeler que Tissot a une histoire qui est très imprégnée avec le monde automobile parce que ça soit Alpine ou même Porsche ou même la Formule 1 puisqu'il y avait une Tissot, une Formule 1 Tissot, qui est maintenant, je crois,
court au Grand Prix historique avec l'écurie Kessel qui était ou a encore un partenariat avec la maison Tissot. Mais là, on a des trous sur le bracelet qui sont des trous qui rappellent les trous des gants de conduite sur les métacarpes. Il y a des médecins qui nous regardent, je crois que ça s'appelle les métacarpes, ici. Donc les trous pour être sur le ballon, voilà, comme ça, super, tip-top. Et puis ça rappelle aussi les trous des volants 3 branches des voitures un peu sportives. Voitures un peu sportives, comme la Ford Mustang Fastback dans Bullitt. Ah, vous êtes nuls, hein, Bullitt, quand même. Frank Bullitt. Frank Sensé Bullitt. Eh oui, c'est quand même le film où il y a une course-poursuite d'une voiture, en voiture avec la Mustang Fastback. Une course-poursuite, je crois, qui dure plus de 8 minutes, 8-9 minutes, qui est totalement géniale, qui finit dans une station essence, les gens, ils explosent. Moi, j'adore les films d'action. Et donc, c'est la montre, c'est pas la montre de Steve McQueen, évidemment, mais parce que la montre de Steve McQueen, tout le monde sait, c'est une Monaco Tag Heuer. Vous avez vu la liaison qui est là? Et oui, parce que moi, rien n'est dû au hasard. Et voilà, la transition est faite. Et là, vous avez, évidemment, 2 montres superbes vintage, des rééditions, que l'on trouve en boutique. Évidemment, autant vous dire que les montres d'époque, de cette époque-là, qui ont été sorties à cette époque-là, sont extrêmement recherchées. Ça permet d'avoir au poignet, on va dire, une montre neuve d'inspiration vintage et qui est une sorte d'hommage à l'ancêtre, à la montre originelle. Rien à voir avec les montres hommages, qui sont des montres fausses, fake, où on se retrouve avec des Nautilus marqués Tartampion et ou alors avec des Rolex marqués Torchemouille. Ces montres à 100 balles, 200 balles, 300 balles qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des Rolex, à des Patek, à tout ce qu'on veut, à des AP et qui portent des noms de marques exotiques, évidemment, moi je bannis ça. D'ailleurs, si dans la communauté, il y a quelqu'un qui a des relations avec les douanes françaises, je serais assez intéressé pour faire une émission avec le spécialiste de la contrefaçon horlogère des douanes françaises. Donc je lance un appel. Ce serait une émission intéressante où on parlerait des fausses montres, les risques qu'il y a à en acheter et de tout le marché de la contrefaçon et comment ça s'organise, etc. Ce serait une émission extrêmement importante parce que nous, on aime les marques sont nos partenaires, donc évidemment on milite contre les contrefaçons. Donc voilà, maintenant je reviens sur la Tag Heuer, j'ai fait ma petite parenthèse. Maintenant on fait des parenthèses. Avant je faisais les cerises sur le gâteau, maintenant je fais des parenthèses. C'est la nouvelle année, bon ok, ouais, pourquoi pas. Cerise sur le gâteau, icing on the cake. Et là j'ai les deux qui sont derrière, il y a Thomas et il y a Nicolas, ils sont sur leur téléphone en train de chercher si je dis pas une connerie. Parce qu'évidemment, au tournant, si je dis une connerie, ça vous ne les connaissez pas. Mais je me venge, hein, après. Je me venge. Je les enferme dans les toilettes. Bon, allez, on revient sur la Tag Heuer, parce que la Tag Heuer, elle est quand même extraordinaire. Alors déjà, évidemment, c'est une réédition. Il est un tout petit peu différent du chrono originel, mais vraiment pas grand-chose, hein, parce que d'ailleurs, la couleur du cadran, il y a le bleu pétrole, ce fameux bleu pétrole. Il y a une version Gulf aussi que j'aime beaucoup, moi. Bleu pétrole d'époque. Il y a la couronne qui est bien à gauche avec les 2 poussoirs à droite comme sur la version originale, version qui a été portée par Joe Siffert et qui a été rendue célèbre également, évidemment on l'a dit tout à l'heure, par Steve McQueen dans le film Le Mans, qui est un film super sympa parce que Steve McQueen il avait dit « Moi, je dois jouer le rôle de Joe Siffert, je veux être habillé comme Joe Siffert ». Donc il avait la combi de Joe Siffert et il dit « Je veux la montre de Joe Siffert ». Et Joe Siffert, et qu'est-ce qu'il portait? Il portait cette montre. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de cette montre qu'on va vous montrer de plus près? Bon, on est évidemment sur le cadran pendant inversé. Alors, les compteurs sont carrés, puisque, évidemment, la montre est carrée. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'origine, quand cette montre est sortie, c'était la première montre étanche carrée. Et c'était aussi le premier mouvement chronographe de Tag Heuer. Donc c'est une montre qui marquait un territoire extrêmement important dans l'histoire de Tag Heuer. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Voyons un peu ce calibre qui d'ailleurs est décoré et qu'on voit par les petites glaces saphir qui est sur le fond et qui est fixé par 4 vis, parce qu'évidemment, c'est ces 4 vis qui assurent l'étanchéité. Alors les index des heures, évidemment, horizontaux sont diamantés. L'inscription du logo vintage que vous voyez, c'est le logo Tag Heuer de l'époque. Et à l'intérieur, il y a le fameux calibre 11 automatique avec date de Tag Heuer, qui est un module du bois des Pras, qui est évidemment une très beau module d'une belle manufacture. Donc c'est un calibre vraiment de bonne facture, qui a une réserve de marge de 40 heures, donc vous ne serez jamais déçu, avec une date à 6 heures. C'est une pièce qui a un bracelet perforé également, donc ça donne un aspect sportif, automobile, peut-être moins automobile que sur la Tissot qui a les gros trous, mais quand même. Et puis bon bah voilà, les index
qui sont horizontaux par rapport au cadran. C'est vraiment ce qui signe la taille-œillère Monaco. C'est 4 index horizontaux qui sont à 1 heure, à 5 heures, à 7 heures et à 11 heures. Donc, dernière petite différence par rapport au modèle original, les cornes sont un peu plus massives, le cadran est un peu plus carré, ça donne quand même une montre d'un aspect vintage et qui est vraiment iconique et qui est une des plus célèbres montres en collection de chez TAG Heuer. Vraiment, si vous aimez Steve McQueen et si vous aimez l'automobile, pas mal. Si vous aimez Paul Newman, pas mal non plus. Donc voilà, Paul Newman, Steve McQueen. Voilà. C'est une question de goût, c'est une question aussi plus difficile à trouver celle-là. Parce qu'autant la Monaco, celle-là, vous allez pouvoir la trouver plus facilement en boutique, autant un Daytona. Si vous passez devant une boutique Rolex, vous voulez un Daytona en vitrine, généralement il y a marqué Not for sale, et puis on l'a pas. Alors comme ça c'est clair. On va passer à une autre montre très vintage, très sympa, mais là qui n'a rien à voir avec l'automobile, là on part dans le domaine de l'aviation. L'aviation avec... Les avions. Non, avec Breitling. Ah, l'aviation avec Breitling. Même si, depuis l'arrivée de George Kern, le sémillant George Kern à la tête de la manufacture, maintenant, c'est pas plus que des montres pour l'aviation. Maintenant, il va aussi dans l'automobile, dans le sport, il va dans tout. George fait feu de tout bois. Donc, voilà la magnifique Breitling. Et si je l'ai choisi, c'est parce que j'aime un peu l'histoire et j'aime le dessin qu'il y a au dos sur la glace saphir. Pourquoi ? Parce qu'au dos, on trouve un avion avec une mâchoire de requin. Assez bizarrement d'ailleurs, cette mâchoire de requin symbolise l'escadrille des Flying Tigers. Les Flying Tigers, qui étaient des volontaires américains qui étaient partis en Chine ou en Birmanie, ou les deux, parce qu'il y a la bataille de Birmanie, ils ont été très impliqués dans la bataille de Birmanie, pour filer un coup de main aux troupes de Chiang Kai-shek de l'époque. Les Flying Tigers, qui étaient aussi l'American Volunteers Group, qui étaient donc les aviateurs qui ont fait beaucoup de combats sur place pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont connu de bons succès avec un avion, parce que, évidemment, c'était quoi l'avion ? L'avion, c'était un Curtiss Warhawk, qui était pourtant pas réputé comme un très bon avion de chasse. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu quand je me suis renseigné. Si vous êtes pointu là-dessus, n'hésitez pas à me donner des petits commentaires pour tout le monde, c'est sympa. Ah, puis j'en profite pour vous dire un truc. Comme d'habitude, on va dire, il parle toujours de ses amis. Ouais, mais sauf que là, c'est un bon pote, puisque c'est mon pote Brice. Et lui, il a une école d'aviation sur des vieux avions vintage, des avions d'époque, d'armée, etc. Et il fait des baptêmes de l'air et tout. Je vous laisse le lien de son école et de son écurie d'avions. Il fait des pirouettes, des machins, etc. Le mec est un peu fêlé. Il a, ou il va avoir, ou il aura bientôt, ou il a eu un Spitfire, donc c'est vous dire un peu les avions qu'on trouve chez lui qui sont absolument extra. Je ne sais pas s'il a un Curtiss Warhawk, j'aurais pu lui poser la question, mais j'y ai pas pensé. Donc très belle montre de chez Breitling, et encore un panda inversé. Donc on voit quand même que dans l'esprit vintage des montres de cette époque-là, les cadrans panda, enfin les compteurs qui n'étaient pas de la même couleur, sont quand même répandus, parce que, sauf que dans la dernière, la petite série sur le gâteau que je vous ai gardé, évidemment, c'est pas le cas. Mais il faut toujours que je dise un truc pour me contredire à la dernière montre. Donc restez, parce que la dernière montre, elle est vachement bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une lunette tournante bidirectionnelle sur cette montre d'aviateur. Maintenant, la lunette bidirectionnelle n'a plus aucun secret pour moi depuis que j'ai fait, évidemment, mon expérience avec le commando Uber, parce que je pense que les lunettes bidirectionnelles servent à tracer les caps. Donc sur une montre d'aviateur, ça me paraît être aussi peut-être utile pour tracer les caps. Donc les trois cadrans, il y a un cadran qui est... là, Thomas va vous montrer ça en plus gros plan. Évidemment, vous voyez le fond avec la masse oscillante, c'est une montre donc automatique. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du cadran et du calibre. Alors là, évidemment, on vous montre l'arrière. Vous voyez le dessin de l'avion qui est marqué Curtiss. Et évidemment, c'est le fameux calibre B01 de Breitling, un calibre de manufacture fait par Breitling, qui est certifié COSC, comme tous les calibres de chez Breitling. D'ailleurs, c'est marqué sur le tour du fond de boîte. Il y a marqué étanche à 100 mètres et certifié chronomètre. Donc, le calibre COSC, bon, je vous rappelle que le calibre COSC, c'est -4 et +6 secondes par jour. Et puis Thomas va nous mettre la vignette, évidemment, puisqu'on a fait une émission complète qui est consacrée aux certifications, quelque chose qui est quand même à connaître, avec notamment la certification Viper de l'Observatoire de Besançon. Donc, revenons sur le cadran. Alors, le cadran, il y a des chiffres et des aiguilles, évidemment, avec un revêtement Super Luminova, qui permettent d'avoir des données lisibles, même dans des conditions de luminosité faible. Le compteur de chrono
qui se retrouve à 3 heures, a une petite décoration avec des secteurs rouges qui permettent de faciliter évidemment la lisibilité des minutes de chrono, puisque évidemment les secondes de chrono sont déterminées par l'aiguille centrale des chronos à pointe rouge. Donc voilà une montre tout à fait sympathique, qui existe aussi, il y a une série avec d'autres avions, c'est une série hommage sur des avions de guerre de l'époque. Et celle-ci, je la trouve sympa parce que le bracelet kaki est en tissu doublé cuir et ça lui donne une gueule particulière avec aussi son petit cadran mat qui est vert kaki. Donc voilà la Breitling Curtiss Warhawk. J'avais prévu évidemment de vous montrer une autre montre mais qui a été bloquée en douane. Ça arrive quand on nous envoie des montres de Suisse, elle a été bloquée en douane. Donc je vous fais un petit tease parce que c'est une montre sympa et vous l'aurez dans une prochaine émission. Et maintenant on attaque la petite cerise sur le gâteau avec cette sublime montre d'une manufacture de très grand renom, puisqu'évidemment il s'agit de Vacheron Constantin. Autant vous dire que là, on est quand même dans ce qu'on appelle la très haute horlogerie. Donc la très haute horlogerie veut dire aussi généralement des très hauts prix d'achat. Je laisserai évidemment tous les prix, vous aurez tout dans l'article de MyWatchSite. Sur l'article, évidemment, tout ce que je n'ai pas dit pendant la vidéo, vous les retrouverez sur l'article qui rentre plus dans le détail sur le site. Alors celle-ci, c'est une réédition d'une montre de 1955. D'ailleurs, en collection, il y en a plusieurs qui sont historiques cornes de vache, on dit. Cornes de vache, pourquoi? Parce que les anses de la montre, des anses, on ne manque pas des anses, hein. Nous non plus, on ne manque pas des anses, parce que les anses de la montre sont en forme de cornes de vache, donc c'est son surnom. Elle a été éditée à l'époque en très peu d'exemplaires et elle est super recherchée par les collectionneurs. Alors là, je ne vous dis pas les prix qu'atteignent ce genre de montres aux enchères, tellement elles sont recherchées, parce que Vacheron Constantin, top manufacture, modèle top rare, alors là ça vaut des fortunes. Dans la dernière émission qu'on a faite sur les facs, je parle des montres très recherchées, montres neuves, montres d'occasion, etc. Là, ça, autant dire que si vous en trouvez une par hasard dans un grenier ou planquée dans une boîte, dans une foire à atout ou chez une brocante, d'abord ça n'arrive jamais. Enfin si, il paraît que ça arrive, mais ça ne va jamais arriver. Et bien là, vous faites fortune. Donc qu'est-ce qu'elle a de belle cette montre? Elle est très jolie. Elle est très jolie et c'est pas un cadran panda. Voilà, par rapport à toutes les autres montres qu'on a présentées lors de cette émission. Ce n'est pas un cadran panda, c'est un cadran très fin, joliment dessiné, avec 2 compteurs, un à 3 heures, un à 9 heures, donc un équilibre parfait. Et puis des aiguilles de chrono qui sont en acier bleui, donc quand même qui différencient la lecture du chrono, avec comme toujours un tachymètre sur cette montre. Et d'ailleurs à l'époque, il y avait aussi pas mal de montres qui étaient sur pulsomètre. Et je rappelle ce que c'est qu'un pulsomètre, mais ça l'est vraiment sublime. Le pulsomètre, c'était les montres des docteurs de l'époque qui s'en servaient quand ils prenaient le pouls des patients. Ils se servaient de l'échelle pulsométrique pour calculer le pouls de leurs patients avec leur montre de poignet. Il y a des échelles pulsométriques, évidemment, chez Vacheron Constantin. Vacheron Constantin, c'est le souci du détail. Donc déjà, évidemment, derrière, vous avez, mais alors, un calibre qu'on ne se lasse pas d'admirer parce que ce calibre-là, il est estampillé Poinçon de Genève. Alors, Poinçon de Genève, c'est quoi? C'est quelque chose qui est d'abord réservé aux manufactures genevoises et qui est vraiment un certificat de belle facture. Ça veut dire aussi bien au niveau de la décoration qu'au niveau de l'ensemble de la montre, au niveau de tout ce qui est... On est dans la perfection horlogère, sauf peut-être en chronométrie. Parce qu'assez bizarrement, l'exigence chronométrique du Poinçon de Genève est inférieure à celle du COSC. Donc la chronométrie ne semble pas être très importante pour le Poinçon de Genève. En revanche, en tout ce qui est qualité, décoration, fiabilité, alors ça, c'est le Poinçon de Genève, c'est quelque chose qui vraiment... Une montre estampillée Poinçon de Genève, c'est une montre qui est d'une pure beauté. Voilà. Et c'est le cas sur celle-ci. Ça va même jusque dans le détail du bracelet. Patine qui a été confié à un célèbre maroquinier italien qui s'appelle Serapian. Et d'ailleurs, on voit sur le dernier passant, ici, il y a un passant qui est tout à fait original, mais c'est parce que ça, c'est un élément graphique signature de sa propre production sur ses sacs. Donc c'est à ça qu'on voit que c'est un bracelet Serapian. Et puis il y a quelque chose que l'on voit peu, ou en tout cas que les gens ne savent pas forcément. La boucle déployante est une demi-croix de Malte, et la croix de Malte, c'est l'emblème Vacheron Constantin. De temps en temps, j'ai vu des clients de chez Vacheron Constantin qui se baladent avec des ceintures
qui ont des boucles de ceinture comme ça. Ça doit être une sorte de petit goodies qu'offre Vacheron Constantin à ses clients. Donc là, on est vraiment sur un détail incroyable. Alors, rentrons maintenant plus dans le détail du calibre et de la qualité de cette montre qui vaut vraiment le détour. Alors, c'est un calibre de manufacture, évidemment, à remontage manuel. 48 heures de réserve de marche. Alors, la pure beauté de l'arrière, je pense que, évidemment, notre ami Thomas va passer du temps à faire du close-up là-dessus parce qu'on ne se lasse pas de le voir tellement on voit que toutes les pièces ont été anglées, polies, étirées, tout est fait à la main. C'est juste sublime et c'est ça le poinçon de Genève. Et d'ailleurs, les ponts sont décorés avec des côtes de Genève. Donc c'est super, on se lasse pas de ça. C'est évidemment un chronographe avec roue à colonne. La roue à colonne, c'est un truc qui est vraiment bien. Parce que le déclenchement du chrono est beaucoup plus soft, beaucoup plus smooth et beaucoup plus précis. C'est vraiment pour le chrono, la roue à colonne, c'est quelque chose qui montre la qualité du mouvement chronographe. Le cadran au centre est opalin velouté gris. Il y a une minuterie qui est bleue, qui est d'une finesse extrême. Il y a les index qu'on applique qui sont en or gris. Évidemment, l'aiguille des heures, des minutes et la petite seconde sont aussi en or gris. Tout est en or gris. C'est une superbe montre. Si les aiguilles, les index et tout ça est en or gris, cette montre-là est en acier. C'est pas pour ça que vous la trouverez au prix d'une montre en acier. Parce que les montres en acier chez Vacheron Constantin, c'est des montres chères. Pourquoi ? Parce que tout est fait à la main, tout est sublime, tout est magnifique. Donc, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je suis assez content de présenter une montre estampillée du Poinçon de Genève parce que l'ancien président de Vacheron Constantin, Charlie Torres, qui était vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup, il ne jurait que par le Poinçon de Genève. Et donc, c'est sympa de lui rendre honneur ici sur cette recherche de la qualité chez Vacheron Constantin. Pour finir cette émission sur les chronos d'inspiration vintage et sur les rééditions, on peut dire qu'il y a une chose qui diffère sur cette montre-là par rapport au modèle original de 1955, c'est la taille du boîtier. Parce que la taille du boîtier originel est de 35 mm, alors que celle-ci est de 38,5 mm. Et c'est une bonne idée de la part de Vacheron Constantin d'avoir un peu agrandi le modèle, d'abord parce que ça facilite la lecture, et puis aujourd'hui, les petits modèles ont moins la cote. Donc tout ce qui est autour de 38, 39, 40, c'est pour moi les bonnes tailles de boîtier parce que ça peut être porté par monsieur ou par madame. Et parce qu'on est vraiment dans une tendance à dégenrer les montres. On ne parle plus de montres hommes et de montres femmes. On parle de montres de diamètres différents pour des gros poignets et des petits poignets. Et voilà l'explication. Évidemment, cette montre-là vous donnera l'heure exacte 2 fois par jour. Le calibre est un magnifique calibre. Et la réserve de marche, j'ai oublié la réserve de marche. J'ai oublié combien il y a d'heures de réserve de marche. Donc c'est une information que vous aurez évidemment en allant voir l'article sur mywatchsite.fr. À tout à l'heure.